En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. Aujourd'hui, et encore une fois, pour le numéro 4, notre petit feuilleton à Tusson, avec Monsieur le maire, Éric Boucher. Et cette fois, nous allons consacrer notre émission à la découverte de ces artistes dont il nous a parlé dans les émissions précédentes, du coup dans la première avec lui, qui nous montre que ce village est plein de vie, et une vie un peu originale, parce qu'en plus de l'épicerie et puis de la maison charentaise où on trouve des produits locaux, il y a des artistes, sculpteurs, potiers, etc. Et donc nous sommes dans cette balade à côté de l'ancien prieuré par lequel nous avions commencé au tout début, et nous allons découvrir la première personne qui nous amène à voir. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Jean-Michel. Nous devant l'atelier de Flory aujourd'hui. Je pense qu'il était intéressant de venir découvrir son atelier, puisque c'est une des jeunes potières qu'on a installé sur notre village. Alors on essaye au maximum d'accompagner les personnes qui viennent nous voir. Alors malheureusement aujourd'hui on a un problème de bâti, on loupe quelques affaires entre guillemets, voilà, à notre grand regret. Mais voilà, Flory est un des exemples de personnes qu'on a bichonné pour qu'elles viennent et qu'elles résident à Tusson, voilà, de par son activité artisanale qui valorise notre commune en parallèle avec tout ce qui se passe à côté et toute cette dynamique artisanale, artistique du village. Bien, alors quand on est maire, c'est vrai qu'on aime bien pouvoir retenir les gens, que ce soit des commerçants ou autres, et donc les loger. Et en fait, quand vous dites la retenir, c'était lui faire un logement au-dessus de son atelier-galerie. Oui, tout à fait. Donc c'est un concept qu'on a mis en place. Donc on a commencé par l'atelier, puis on lui a proposé de venir habiter sur place. Et forcément, pour elle, ça a été, je pense, intéressant parce qu'il y a des problématiques de cuisson à surveiller, etc. Et puis de se consacrer pleinement à son activité en étant sur place, ce qui est beaucoup plus facile. Alors pour mettre l'eau à la bouche de nos auditrices, nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur Télé 16, avec Nathanaël à la prise de vue et Solène au montage, qui sont là aujourd'hui avec moi, nos services civiques. Qu'est-ce que nous allons rencontrer au cours de cette émission? Nous avons Flory, que nous allons voir maintenant, et puis donc nous irons voir Marc Deligny, un de nos sculpteurs statuaires, et qui notamment travaille sur la restauration des monuments emblématiques de la Charente. Et puis pour finir, quelqu'un qu'on ne va pas voir si souvent mais qui mérite aussi, donc une maison d'édition un peu particulière qui vend aussi des livres anciens, qui travaille avec du vieux matériel, voilà, chez Étienne Louis, aux éditions du Léraud. Très bien, on a bien imprimé, Monsieur le maire. Donc, allez, on va franchir la porte. Je pense que Flory est là. On va pas faire Jean Ali, on tape. Y a-t-il quelqu'un? Ah, ben voilà. Donc, Flory, bonjour. Flory Conesa, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes une jeune potière, céramiste, vous avez dit quand on a commencé à préparer cette émission. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre potière et céramiste? Alors, disons que potière, c'était un petit peu le terme qu'on employait avant, quand on faisait vraiment, où l'utilitaire avait une place plus importante dans notre société, et on faisait un grand rendement avec beaucoup de tours de potier. Céramiste, ça va être le terme où on englobe un petit peu plus de choses, avec de la sculpture, du modelage. C'est un terme un petit peu plus large, si vous voulez, pour représenter le métier. Donc, il n'y a pas une question technique, mais plutôt d'objets qu'on va fabriquer. Voilà, ça englobe des techniques plus importantes, du métier. Bon, alors, dites-nous quelle est votre vocation pour devenir potière un jour. Je suppose que c'est pas né comme ça. Je crois que comme tous les enfants, j'ai beaucoup aimé mettre les mains dans la terre et c'est resté. Non, j'ai toujours été passionnée par l'art, par l'artisanat. Et ça m'a rattrapée il y a quelques années déjà. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle. Je me suis formée pendant 2 ans dans une école internationale de céramique en Bourgogne. Et je suis revenue en Charente, ma région d'origine pour m'installer. Ah oui, c'est votre région d'origine, parce que je pose souvent la question aux gens que nous interviewons. Vous êtes venu en Charente comment? Parce qu'on vient pas directement comme ça en Charente. Mais vous êtes originaire d'ici. Je suis originaire d'ici, tout à fait. Bien, alors, Monsieur le maire nous l'a dit, vous avez trouvé votre place dans cet endroit. Avant de faire un petit tour de la galerie et de votre atelier, vous pouvez nous dire 2 mots sur la manière dont vous travaillez, même si aujourd'hui il n'y a pas de pièces en cours. Comment ça se passe? Enfin, il y en a forcément, parce que là j'en vois. Mais comment on fait? Il y en a toujours, c'est un roulement entre les cuissons qui sont en train de se faire, les pièces qui sèchent, d'autres qui sont en cours de façonnage.
Donc voilà, c'est toujours en ébullition. Et moi, mon travail, je me laisse un petit peu guider par mes envies, par toutes les idées qui me viennent en tête. Et j'essaie de m'amuser beaucoup. Donc je pars toujours dans des choses très variées, très diversifiées. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à créer. Alors on va en parler en faisant le tour, sans jeu de mots. Parlons du tour. Ouais, le voilà. Donc mon tour de potier où je façonne la majorité de mes pièces au tournage. Alors maintenant, c'est pas avec le pied qu'on fait tourner un engin en bois, non, c'est métallique et c'est comme un gros tourne-disque. Voilà, maintenant on s'est facilité un petit peu la vie. Donc la pédale, ça ressemble à une pédale de machine à coudre et il n'y a plus qu'à appuyer dessus et ça tourne tout seul. Donc c'est bien moins fatigant qu'avant, effectivement. Machine à coudre électrique, faut dire. C'est ça, tout à fait. Oui, aussi. Bien, alors ça c'est le tour sur lequel vous façonnez les objets. Voilà. D'ailleurs, vous avez une tasse à la main. Voilà, là tout à fait. J'ai une tasse dont je viens de finir le décor et qui va partir en première cuisson. Donc là derrière vous justement. Alors voilà, juste à côté de moi, j'ai encore un objet rond avec des briques réfractaires à l'intérieur et puis des résistances tout autour. Et là, je vois de très très belles choses qui sont grises pour l'instant. Vous avez créé des motifs soit sculptés de fleurs, soit avec un petit stylet, vous avez fait des dessins, des pots un peu comme jadis presque, avec des jolis dessins. Et ça, c'est gris maintenant, ça va chauffer. Vous avez dit première cuisson. Tout à fait, il va y avoir 2 cuissons. La première cuisson qu'on appelle le dégourdi, qui va permettre de solidifier l'objet. Une fois que c'est solidifié, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle l'émail. Ça ressemble à une couverte qui peut être soit transparente, soit colorée. Et ça repart en dernière cuisson où ça va monter jusqu'à 1280 degrés, la cuisson finale, où les couleurs vont vraiment se révéler. Donc là, par exemple, cette terre, elle va être blanche et noire. J'ai fait un décor noir dessus. Donc là, c'est vrai qu'à ce stade-là, c'est complètement faussé. On ne se rend pas du tout compte du résultat final. Alors, allons voir le résultat final, puisque quand on vient chez vous, on va dire c'est un peu comme une grange, la moitié a été mise qui était une mezzanine, c'est votre appartement, et le reste, on rentre par une porte vitrée, et là, on découvre sur les étagères toutes les choses que vous faites. Effectivement, je ne sais pas comment qualifier, très diverses. Ça va du pot où on peut mettre de l'eau, au plat, mais en passant par des objets de décoration, ou par une maison des Schtroumpfs, style un champignon, etc. Dites-nous, faites-nous visiter votre belle maison. Avec plaisir. Donc effectivement, on va avoir toute une partie utilitaire où c'est des objets vraiment du quotidien. C'est ce que j'aime aussi quand on vient ici, qu'on puisse repartir avec des pièces qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et après, il va y avoir aussi des objets un petit peu plus décoratifs, comme des petites boîtes. On a pu en voir dans le four tout à l'heure. Voilà le résultat final, avec des roses sculptées à la main, où pétale par pétale, je crée mes roses. Donc là, ça va être plus décoratif aussi. Et là, on a un joli bleu, on a différents dégradés de bleu, et puis il y a des petites sculptures, et il y a aussi des dessins, et ça n'a rien à voir avec le gris qu'on a vu dans le four. Non, voilà, c'est vraiment des univers différents. À votre gauche, voilà, je vais avoir un univers aussi un peu plus poétique, un peu plus enfantin, avec des petits animaux tirés de contes pour enfants et un imaginaire, voilà, très très doux et très poétique aussi. Donc c'est tout autre chose. Où là, ça va être du modelage, c'est pas tourné, tout est fait à la main. Et puis là, comme vous le disiez, voilà, la petite maison champignon qui rappelle beaucoup aussi l'univers de l'enfance. En plus, Angoulême, la ville de la BD, c'est vrai qu'on pourrait penser aux Schtroumpfs aussi. Avec une petite bougie dedans pour l'éclairer. Voilà, toujours avec ce petit côté utilitaire où on peut l'utiliser comme un photophore et éclairer le jardin ou la maison, parce que moi, je travaille une terre, le grès, qui est naturellement imperméable, donc ça peut aller aussi bien dans le jardin que dans l'intérieur. Alors un très joli sur une table service, comment dire, il y a du service un peu athée, je sais pas comment dire, rose, avec des petits cœurs roses, des petits points blancs, toujours dans cette un peu romantique, douceur, et à la fois, je sais pas, oui, des personnages de l'imaginaire, ou des bandes dessinées, ou des contes pour enfants, et je trouve que ça peut aller partout. Oui, j'essaie aussi, voilà, de proposer des choses très diversifiées. On a un petit pichet qui est plus dans une forme rustique, que j'ai modernisé aussi avec des couleurs beaucoup plus actuelles. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, de prendre de l'ancien, d'apporter aussi de la modernité sur ces objets-là.
Alors modernité, mais pas du contemporain très très, comment dire, tout à fait. à la pointe de la recherche, où on n'y comprendrait peut-être rien pour certains des gens qui viennent ici. Non, c'est vrai que moi je suis moins attirée par les formes très contemporaines, donc je vais plus tirer un petit peu mes inspirations dans des formes plus rustiques, plus anciennes. Oui, et là, je suis devant une assiette un peu style grec, hein, je ne sais pas comment dire, oui. mais c'est très beau, c'est noir avec des dessins blancs. Enfin, je vais vous laisser en parler, vous le ferez mieux que moi. C'est très beau aussi. On passe du rose au noir et crème, beige, grège, comme on dit maintenant. Et c'est très, très beau. Ouais, c'est très chic, tout en étant simple. Oui, là, pour cette collection, j'aime beaucoup les voyages aussi, donc j'essaie d'aller piocher les inspirations de motifs dans différents pays. Donc il y a des motifs un peu grecs, il y a des motifs un peu gallo-romains aussi. Je vais vraiment piocher un petit peu partout pour faire cette collection. Bien, alors, on a 3 autres personnes à aller voir, donc nous allons finir avec vous, on reviendra vous voir. Comment fait-on pour vous découvrir celles qui nous écoutent ? Alors, très simple, donc à Tusson, j'ai plein de panneaux d'affichage qui vous guideront jusqu'à moi. Je suis au bout d'une allée ravissante, et je suis ouverte toute l'année, du mardi au samedi. Donc venez nombreux découvrir mon atelier, ça sera avec plaisir que je vous expliquerai un petit peu mon métier. Voilà, très bien, sans compter les endroits où vous exposez, je vous ai entendu parler de Montbron tout à l'heure. Et Barbezieux ce week-end. Oui, alors ça dépend quand les gens écouteront ou verront cette émission, mais ça sera déjà passé. Mais on sait qu'on peut vous retrouver, puis il y a des brochures, etc. Merci beaucoup Fleury de nous avoir reçus aujourd'hui. À bientôt. Merci de votre visite, à bientôt. Alors nous avons un peu déambulé avec Monsieur le maire pour arriver au centre du village, à 2 pas de l'église, dans l'atelier de Monsieur Marc Deligny. Alors Marc Deligny, je ne sais pas, il faudrait pouvoir le présenter, sculpteur, artiste de Charente. Ses œuvres sont notamment au musée d'Angoulême et vous pouvez en retrouver un petit peu partout. À Marillac, par exemple, l'homme de Marillac. À Aigre, la dame des marais, etc., qui est juste derrière moi, la dame des marais. Non, et juste à côté de moi, Marc Deligny. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être passé à mon atelier. Eh bien, c'est bien normal. Monsieur le maire nous présente tous les artistes, pratiquement tous. On en fera d'autres peut-être un jour, mais en tout cas, certains qui sont là à Tusson, en plein centre de Tusson. Alors, parlez-nous un petit peu de vous et puis des sculpteurs. On n'en rencontre pas à chaque coin de rue. Non, ça commence un petit peu à disparaître, hein, mais bon, il en faut quand même pour restaurer des monuments historiques, hein, des églises, des cathédrales, des châteaux. Donc il y a toujours des formations qui se font. Bon, par contre, il y a beaucoup plus de tailleurs de pierre. Et après, dans les meilleurs tailleurs de pierre, s'ils veulent avoir un côté plus artistique, ils vont se lancer plus dans l'ornementation. Voilà. Après, il y a un autre domaine, c'est le statuaire. Donc là, on n'est plus avec une équerre, un compas, un plan, là donc ou avec des dessins. On est obligé ensuite de faire un modelage en argile. Donc ça, c'est vraiment la création. Hein, donc sur une base de bois, de fil de fer, de plâtre. Et ensuite, on fait une ronde bosse en argile et on fait le modèle, soit un animal, soit une personne. Voilà. Et une fois que l'argile est terminée, il faut se dépêcher vite parce que si on met pas des linges mouillés, tout ça, ça sèche. Donc ça se perd au niveau du volume. Donc, on fait tout de suite ce qu'on appelle un plâtre d'atelier. Alors, soit avec une technique moderne qui est avec l'élastomère, ou soit à ce moment-là, un plâtre classique, plâtre d'atelier, au plâtre Molda. Donc, on fait ce moule. Et ensuite, dans le moule, on retire l'argile, on nettoie le plâtre, on le huile, et après, vous remettez du plâtre. Voilà. Et ensuite, vous cassez votre coque. Et vous retrouvez votre sculpture. Donc il y a une deuxième naissance de la sculpture. C'est vrai qu'il ne faut pas se tromper d'ailleurs, parce qu'autrement, tout le travail d'argile est foutu. Enfin, bon, en général, avec les années, ça n'arrive pas. Et ensuite, après, le client vient, on lui montre la maquette, et là, il va choisir en pierre, en marbre. Après, si c'est un bronze, on va faire une cire à ce moment-là dans le moulage et on va le donner au fondeur. Et ça va faire par exemple un buste comme Picasso, vous voyez. Et plus tard, on verra le plâtre d'atelier qui est au-dessus du premier étage. Et voilà. Donc après, on peut faire aussi de terre cuite. On peut nous le demander aussi en bois, éventuellement. Je le fais moins, mais... Alors, quand je vois... je fais un sculpteur, quoi. Voilà, son travail. D'accord. Et quand je vois le modèle, si on le réclame en pierre, il y a un énorme Jean-Paul II là que vous avez fait. On le voit pas souvent comme ça d'ailleurs. Je le disais, c'est assez fabuleux. Si on le veut en pierre, qu'est-ce qui va se passer? On va vous livrer un bloc de pierre. Alors là, alors on va se mettre un petit peu plus par là parce que là on voit bien. D'accord. Voilà. On va le voir mieux. Voilà. Alors donc là, Jean-Paul II, donc comme je disais tout à l'heure, un modelage en argile.
Donc tout de suite, je fais un plâtre d'atelier. Donc là, avec ce plâtre d'atelier, je peux avoir la commande 1 mois, 2 mois, 1 an ou 2 ans après. Mon plâtre ne bouge pas, vous voyez. Et alors là, après, je commande un bloc de pierre. Donc ça va être un bloc assez conséquent, une commande vraiment spécifique. C'est un bloc qui va faire 25 tonnes. Qui va être pris en général dans une pierre dure. Alors, on va choisir certainement la pierre de Marton, les carrières de Gautier qui ont des très très beaux blocs de pierre dure. Et donc ensuite c'est livré avec une très très grosse grue parce que le bloc est quand même énorme. Alors soit il sera en 2 morceaux ou monolithe, voilà. Et après on met le plâtre d'atelier à côté. Et là, on fait un peu de la taille de pierre, on fait un épannelage, un petit peu comme un tableau cubiste. Vous voyez, on fait des facettes comme ça. Et ensuite, quand on est près de la sculpture, on met un appareil qui est une mise au point ou un compas, et on le recopie fidèlement au millimètre près. Voilà. D'ailleurs, dans le temps, les sculpteurs qui avaient beaucoup de travail avaient d'autres sculpteurs qu'on appelait des maîtres au point. Voilà. Et quand ils arrivaient à la fin, le sculpteur arrivait et faisait les finitions ou contrôlait pour que le praticien soit le maître au point soit réglé. Voilà, dans le temps, comment c'était. Voilà. On comprend mieux, mais il faudrait faire une émission complète avec vous. Là, c'est juste un apéro qu'on fait. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir sculpteur? Alors écoutez, moi, j'aurais voulu, j'ai un peu la même passion que Éric Boucher, le maire de Tusson, mon ami. J'aurais voulu être archéologue ou paléontologue. Bon, sauf que à l'école, c'était pas terrible. Charentais, on m'emmenait à Paris. Paris, c'était le désespoir et je ne travaillais pas bien. Alors mon père m'a dit, écoute, t'as 14 ans et demi, c'est simple, il y a une école qui est bien, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je dis, peut-être la nature. Et tu voudrais pas faire comme ton grand-père, qui était tailleur de pierre? Bah, je dis oui, pourquoi pas, allez. Alors, comme mon père était antiquaire, il m'avait emmené déjà à Notre-Dame de Paris, à l'église de Soissons, où il avait fait d'ailleurs le petit séminaire, entre parenthèses, on a eu des discussions tout à l'heure. Et à la suite de ça, je suis rentré à l'école Saint-Lambert. Donc, j'ai fait un CAP de taille de pierre. Après, ensuite, ils prenaient les 12 meilleures personnes de France et après, on est rentré à la section monuments historiques. Et là, comme les compagnons, on fait un tour de France des entreprises monuments historiques. Donc, travailler sur la cathédrale de Bordeaux, la cathédrale de Nevers, l'église Saint-Sauveur à Dinan. Enfin, voilà, oui, on a fait pas mal la basilique de Saint-Denis aussi, je me rappelle, chez Quélin. Et ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur un sculpteur qui était au Louvre, qui est décédé maintenant. Et donc, il m'a embauché. Et il avait besoin d'un tailleur de pierre pour faire certains gros épannelages. Et puis, je suis resté pendant 3-4 ans avec lui. Et à faire des épannelages, j'ai commencé après à faire de l'ornementation. Et ensuite, après, j'ai vu comment il travaillait le modelage en argile. Voilà. Ensuite, j'ai connu aussi un monsieur qui s'appelait Piéchaud, donc qui était un sculpteur orfèvre, qui travaillait très bien l'argile. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses avec lui. Il m'a pas appris à travailler, mais rien que déjà à l'œil, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis après, voilà, ça s'est fait comme ça. Je me suis spécialisé beaucoup dans l'ornementation sur des cheminées, des fontaines, beaucoup d'objets décoratifs. Mais à côté de ça, je faisais beaucoup de bustes. Voilà, de bustes de personnes qui me demandaient. Alors, des gens connus, pas connus. On a des bustes de président de la République. On a le Saint-Père. Et puis on a des gens, c'est le voisin d'à côté, qui ouvre sa fenêtre tous les matins. Et voilà, il a un joli visage, un joli sourire. Et puis, je le fais comme monsieur Crouseau, qui est toujours en vie, qui doit peut-être avoir dans les 94 ans. Je me souviens plus exactement de son âge. Mais voilà, on a des personnes sympathiques et connues. Voilà. Bien, vous figez dans la pierre, mais vous n'êtes pas un monsieur figé, on viendra vous voir. Ouais. Merci de votre accueil si sympathique, Marc. Merci. Et puis, nous, on va continuer notre petite balade. On va aller voir un imprimeur maintenant. Oui. Bonne journée à vous. Voilà, et puis, merci. Et puis, venez visiter Tusson. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent vivre ici dans nos terres de Charente. C'est ce que nous a dit monsieur le maire. Voilà. Allez, on est parti. Merci Marc, au revoir. Alors après Monsieur Marc Deligny, nous nous retrouvons dans une maison qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans un petit village comme Tusson. Petit, ça veut pas dire, c'est pas péjoratif, au contraire, puisqu'on a nous moultes artistes, mais nous sommes dans le cœur d'une maison d'édition, la maison du L'Hérault, avec Monsieur Étienne Louis. Bonjour Monsieur Étienne Louis. Bonjour Monsieur. Donc je vais peut-être présenter un peu les éditions du L'Hérault, qui ont été créées en 1982 par mon père Jean-Paul Louis, qui a donc créé la maison d'édition et en parallèle a créé également une imprimerie. Donc on imprime nos propres éditions et également des éditeurs à peu près un peu partout en France. Et donc on a une imprimerie offset qui nous permet donc de fabriquer, ainsi qu'un atelier de brochage qui est venu par la suite. Les bâtiments nous ont permis également de faire une librairie de livres anciens là que vous voyez ici.
Voilà, alors on est entouré de livres anciens. Là, c'est pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ça donne sur la rue principale de Tusson. Et c'est vraiment des livres anciens partout. On est entouré de livres dans plusieurs pièces, plus une machine d'imprimerie ici qui est dans le décor. Qu'est-ce qui a pris, j'allais dire, votre père pour s'installer ici comme éditeur? Alors, les circonstances de son installation, en fait, sont concomitantes avec deux autres éditeurs qui se sont installés en même temps, de la même génération que mon père, de la génération 68, on va dire, qui sont partis de Paris pour venir en Charente. Et mon père a donc créé la maison d'édition, les éditions du Léraud, en même temps que les éditions Plein Champ à Bassac, à côté de Jarnac, en Charente également. Et aussi Georges Monti avec les éditions Le Temps qu'il fait, qui s'étaient installés après à Cognac. Donc il y avait trois éditeurs de littérature générale. Parce que mon père s'est spécialisé, j'ai pris la suite donc en 2011 pour perpétuer le catalogue, c'est-à-dire de faire de la littérature, disons, plus ou moins classique, avec des collections sur le 19e siècle et le 20e siècle, sur des correspondances, des textes inédits. Après, ça reste des petits tirages. On est une entreprise de petite taille. J'ai 2 salariés pour l'imprimerie. Et en tant qu'éditeur, je suis tout seul pour gérer la lecture de projets éditoriaux, les maquettes, et puis moi, tout ce qui concerne les formalités administratives, comptables, qui sont un peu moins littéraires. Mais Oui, voilà. on s'en doute. Et qui est-ce que vous éditez? Qui sont les gens qui vous font des commandes? Alors, pour l'édition ou l'imprimerie? Alors, l'édition d'abord, et puis après, on va aller voir l'imprimerie. D'accord. Alors, l'édition, mon père donc s'est articulé entre des correspondances ou des écrivains naturalistes du 19e, donc pas forcément les plus connus comme Émile Zola, mais d'autres écrivains naturalistes qui sont plutôt un peu oubliés, on va dire. Ensuite, des correspondances également. Et le XXe siècle, on a pu publier, par exemple, un ouvrage sur Henri Calais, le Paris d'Henri Calais. Mon père étant spécialiste de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline, on a une collection sur Céline assez importante d'études, de correspondances ou de textes, plutôt des lettres, voilà. Et notre particularité, c'est qu'on fait des ouvrages qu'on essaie bibliophiliques, enfin on essaie de faire des ouvrages bibliophiliques sur beau papier, non coupés, ce qui devient très rare. Il y a assez peu d'éditeurs qui maintenant ne massicotent pas les livres, c'est-à-dire qu'il faut couper au coupe-papier les ouvrages. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la maison d'édition à peu près. On a 400 titres au catalogue à peu près depuis 1982, ce qui fait à peu près une dizaine de titres par an. Alors, ce sont des collectionneurs, on va peut-être aller vers l'imprimerie, oui, si vous permettez, qui vous achètent. Ce sont des gens très spécialisés dans une certaine littérature du 19e, comme vous dites, et sur du beau papier. Oui, sur du beau papier, sur du papier bouffant, des exemplaires de tête, sur du papier Rive, du papier Hollande, ça peut arriver. Et ce sont en général des tirages assez modestes, entre 200 exemplaires, et pour le plus grand nombre, 1200 à peu près, 1200 exemplaires. D'accord, alors là, nous entrons dans l'entrée, effectivement. Là, c'est donc le bâtiment du conducteur offset. C'est là où, là, c'est la pièce où on prépare avant de passer sur les machines offset. Donc, il y a une table de montage. On fait encore des montages film. Donc, c'est un travail un peu à l'ancienne, avec l'installation de plaques aluminium qui serviront ensuite. Ces plaques aluminium sont fixées sur les machines qui sont à côté, que nous allons voir. Qui vont imprimer, hein, c'est la matrice finale. Voilà, c'est la matrice. Bon, alors là, on va monter 4 marches pour arriver dans la partie imprimerie où on a les grosses et lourdes machines et tous les papiers qui nous entourent. Oui, alors il y a donc 2 machines offset assez anciennes, mais très, très robustes. Et bon, c'est de la fonte, c'est un socle en fonte. Et ça réclame assez peu d'entretien. Donc c'est sur ces machines qu'on imprime
les ouvrages sur des feuilles à différents formats, selon les formats voulus par les clients, selon les exigences de nos éditions. Donc on travaille sur différents types de papier. Et le conducteur offset, donc le métier pour conduire ces machines, c'est conducteur offset. Donc il cale ses plaques sur ces machines et ensuite il y a différents calages à faire. Et l'encre vient, humidifier tout ça et ça tire sur le papier. Oui, tout à fait. Voilà, donc on imprime sur de grandes feuilles qui sont ensuite, une fois imprimées, on a un atelier de brochage qu'on va aller voir. Oui, alors on y va tout de suite. D'accord, allons-y tout de suite. Mais là, c'est pareil, je disais à monsieur le maire, puisque on voit plusieurs personnes des artistes ou autres qui se sont installés à Tusson. On viendra vous voir parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. C'est comme je disais à Marc Deligny, un peu un apéritif de vous rencontrer. Et puis surtout, l'originalité d'une maison d'édition. C'est pas si souvent qu'on a une maison d'édition. À la campagne, dans un petit village, effectivement, on nous pose souvent la question quand on rentre dans la librairie d'Ancien, puisque les visiteurs, ce qu'ils voient en premier, c'est la librairie. Et effectivement, ils s'étonnent qu'il y ait une activité autour du livre à Tusson, ce qui est devenu rare, c'est vrai. Après, il y a des villages du livre, mais ce qui est totalement différent à Becherel, notamment en Bretagne, où il y a un village qui est consacré avec beaucoup de librairies autour du livre ancien. Mais c'est vrai que à Tusson ou en Nouvelle-Aquitaine, c'est assez rare de trouver ce genre d'entreprise. On est dans un marché de niche, pour parler comme un économiste. Voilà. Comme maintenant. Oui. Bon, écoutez, c'est sur ces paroles de niche qu'on va vous laisser et vous dire au revoir. On salue monsieur le maire qui est dans la porte à côté et qui nous a accompagnés. On reviendra le voir. Encore merci Éric Boucher pour votre accueil et puis vous nous avez accompagnés au long de ces émissions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.